Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de venir vous entretenir sur les outils d'aménagement. Vous allez voir qu'au niveau d'une MRC, il n'y en a pas beaucoup d'outils, fait qu'on va, le survoler, mais je vais en profiter aussi pendant que je peux vous parler au niveau du monde de la recherche, au niveau des gens qui sont sur le terrain. Je ne sais pas si c'est des gens des OVB, peut-être à main levée, oui, bon. Des ministères, je sais qu'il y en a. Il y a des gens de la communauté métropolitaine de Québec aussi. Est-ce qu'il y a des gens des MRC? Je sais qu'il y a Simon. Hein? Bon, on est deux des MRC. Oui, bon, OK. Donc, je vais vous présenter quand même le document sur lequel les aménagistes et les MRC travaillent, qui est le schéma d'aménagement. C'est sûr que c'est l'outil d'aménagement sur lequel on travaille. Mais je vais vous parler aussi du contexte d'aménagement du territoire au Québec pour bien comprendre où on se situe parce que on arrive dans un contexte où l'eau souterraine a toute son importance. On commence à avoir de la donnée, on commence à être capable de la traiter, de la transférer, mais il faut comprendre aussi dans quel contexte tout ça se travaille. Et le contexte est assez particulier présentement au niveau de la province, fait que je vais l'aborder avec vous. Donc, rapidement, la fonction de l'aménagiste régional, l'aménagement du territoire au Québec, je vous l'ai dit, le schéma d'aménagement. Peut-être un petit retour en arrière pour faire un survol de 30 ans d'aménagement et après. Et je terminerai aussi avec la protection des eaux souterraines en aménagement pardon, du territoire. Au niveau de l'aménagiste comme tel, donc c'est l'aménagiste, cette fonction-là est apparue au Québec au début des années 80 suite à l'adoption de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'Association des aménagistes a plus de 30 ans, donc on s'est créé, on s'est formé, tous les aménagistes des MRC pour parfaire nos connaissances, puis travailler ensemble, puis euh, faire connaître aussi notre point de vue sur certains éléments en aménagement du territoire. Notre mandat est assez simple, c'est qu'on travaille dans des MRC, c'est de prendre les aspirations de nos politiciens, de nos élus, en aménagement du territoire et de les intégrer dans un document d'aménagement qui est conforme aux orientations gouvernementales au Québec et qui est conforme aussi au cadre législatif. Donc, depuis plus de 30 ans, je vous dirais que les aménagistes pratiquent du développement durable. Certains pourraient en douter, mais je vous dirais qu'au sein de l'association et au sein de nos milieux, on milite vers ce développement durable-là. Et on est des professionnels polyvalents. Donc, quand on est rentré en fonction de 30 ans, c'était le schéma d'aménagement qui était notre première mission. Les MRC n'en avaient pas, donc c'était tout était à faire. Mais par la suite, est arrivé d'autres mandats et il y a peu de ressources, je vous dirais, dans les MRC. Donc, l'aménagiste se retrouve à travailler dans les cours d'eau, à travailler sur l'Internet haute vitesse, puis là, je vous en passe parce qu'il y a plusieurs responsabilités comme ça qui sont tombées sur nos plus gros. Donc, l'aménagement du territoire au Québec, donc ça consiste en une planification concertée d'interventions politiques, je vous le mentionnais, et techniques, visant un développement ordonné et harmonieux des milieux de vie de la population sur un territoire donné. Au Québec, comme je vous le disais, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui définit les instruments de planification. Au niveau des organisations municipales, on l'a vu précédemment, juste avant moi, il y a les communautés métropolitaines qui sont au nombre de 2, Québec et Montréal. Vous avez 87 MRC, vous avez 14 municipalités qui ne sont ni une ni l'autre, mais qui ont les pouvoirs, les compétences d'aménagement du territoire, donc les villes qu'on dit MRC. Des exemples, Sherbrooke, Trois-Rivières, là, sont des villes MRC. Par une petite, pardon? Par une petite illustration, moi, la MRC de Marguerite-Duville, je suis complètement, mes 6 municipalités sont complètement dans la communauté métropolitaine de Montréal et ça serait applicable aussi pour la CMQ. Mais rapidement, vous avez le palier gouvernemental tout en haut qui est notre interlocuteur, il faudrait dire MAMO parce que le R est parti. Donc, les acronymes ne fonctionnent plus aujourd'hui. Nos acétates sont déjà désuets. Donc, le MAMO, qui est le cadre d'aménagement, c'est lui qui recueille l'ensemble des avis des différents ministères au niveau des orientations gouvernementales. Vous avez le contexte métropolitain et pour la CMM, donc la communauté métropolitaine de Montréal, vous avez 7 conseils régionaux qui sont les CRE, vous avez 14 MRC et 82 municipalités. Ça vous donne aussi un peu là, le portrait de l'ensemble des joueurs au niveau municipal.
Au niveau du schéma d'aménagement, le document que je vous parlais en introduction, ben, essentiellement, c'est un document de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire d'une MRC. C'est avant tout un document d'intention et conçu de manière à faire ressortir une vision régionale du développement durable. Selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le schéma d'aménagement a un contenu obligatoire et un contenu facultatif. Rapidement, dans les différents schémas d'aménagement, vous avez le document d'intention, comme je vous parlais, donc où on relate, les problématiques, les orientations, les territoires d'intérêt, les grandes affectations et les politiques et les moyens de mise en œuvre. Par la suite, se retrouve un document complémentaire, c'est obligatoire, et ce document complémentaire-là, c'est là qu'on vient mettre en œuvre tout le contexte réglementaire, donc le contexte minimum, les règles minimales au niveau de la réglementation, où là, on va retrouver des normes de lotissement, le zonage, au niveau de l'environnement du patrimoine, les distances séparatrices pour la question de la gestion des odeurs d'origine agricole, et sécurité et bien-être, donc contraintes anthropiques et naturelles. Donc, c'est là que vous avez tout le contexte des zones inondables, mouvements de sol, etc. Une petite animation pour vous montrer comment fonctionne le fameux schéma d'aménagement. Donc, vous avez la loi, les orientations gouvernementales, le schéma d'aménagement. Mais pour que le schéma d'aménagement soit applicable aux citoyens, il doit obligatoirement passer par la municipalité locale. On pourrait mettre ici aussi là, la CMM là, ou la CMQ. Donc, pour les MRC qui sont touchés en totalité ou en partie dans les territoires de communautés métropolitaines. Mais donc, la municipalité doit intégrer ce que je vous parlais au niveau du cadre minimum, du cadre minimal au niveau de la réglementation, dans son plan d'urbanisme, les mêmes orientations et les adapter à sa municipalité locale. Par la suite, dans la réglementation d'urbanisme, qui sont lotissement, zonage, construction, etc. Et là, ça s'en va aux citoyens comme tel. Il y a un seul outil qui permet à une MRC d'avoir un impact direct sur un citoyen, donc avoir un règlement opposable aux citoyens, c'est par des règles de contrôle intérimaire, soit par une résolution ou un règlement, c'est plus technique, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on pourrait éventuellement, s'il y avait un projet qui menaçait certaines propriétés, certaines résidences, certaines particularités d'un territoire, on pourrait immédiatement prendre des mesures pour régir soit un usage ou soit une activité qui pourrait poser problème. Dans le passé, je vous dirais au Québec, où ce document-là a été largement employé, c'est quand est arrivé des nouvelles orientations sur la gestion des odeurs d'origine agricole, où là, les MRC, pour avoir une application plus directe de ces normes-là, ont adopté des règlements de contrôle intérimaire. Et rapidement, si je vous fais en une acétate ou en une diapo, acétate, ça va trahir mon âge, une diapo, quelques constats. Première génération des schémas, donc je vous dis, ça fait plus de 30 ans qu'il y a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, dans les premiers schémas, tout était à faire. Vous n'aviez presque pas de normes, certaines municipalités n'avaient même pas de règlement de zonage. Donc, on a vu des premiers RCI, comme je l'expliquais, pour appliquer rapidement des normes de lotissement, de zonage. Et vous avez eu des normes minimales, l'apparition des normes minimales. Et le contenu était dicté par la LAU puis le ministère des Affaires municipales qui arrivait avec un accompagnement plus, je dirais, plus serré auprès des MRC. Deuxième génération, c'est à peu près, je vous dirais, au Québec où on est rendu. Vous avez des MRC qui n'ont pas terminé encore la révision de leur premier schéma, pour toutes sortes de raisons, puis là, on ne rentrera pas là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation d'au moins une quinzaine de minutes. Mais on est dans la deuxième génération, donc on travaille avec des orientations gouvernementales de 93, et c'est Claude Ryan qui les avait signées à l'époque, qui était ministre des Affaires municipales. Donc, et les défis à l'époque, c'était gestion d'urbanisation, donc il y avait beaucoup d'étalement urbain, et un arrimage, je vous dirais, entre toute la question du transport et de la planification. On parlait même pas de mobilité nécessairement active à cette époque-là, au début des années 90. Le défi, c'est la troisième génération des schémas qui s'en viennent. Donc, nouvelle loi, on va le voir rapidement. Je ne sais pas comment il me reste de temps, mais on va le voir rapidement. Loi et orientation. Quelques exemples inspirants. Par contre, vous avez une MRC qui est dans la communauté métropolitaine de Montréal, qui est la MRC de l'Assomption.
qui est rendu à sa 3e génération et qui a intégré toute la question de la protection des eaux souterraines, même dans son plan de développement de la zone agricole, a tenu compte de la question de ces aquifères pour protéger même des couverts boisés qui sont localisés pas loin de ces aquifères. OK, on y va. Quelques exemples aussi, toute la question de la planification territoriale inclusive de solidarité rurale du Québec. Pour ceux qui travaillent avec dans le domaine régional, je dirais au niveau des MRC, CLD, vous avez des agents de développement rural. Les solidarités rurales travaillent beaucoup sur la question de la participation citoyenne dans les défis et les objectifs d'aménagement de la ruralité, si on veut. Et il y a le défi d'intégration des différentes politiques. Je vous disais, tout était à faire première génération. Deuxième génération, c'était plus la gestion de l'urbanisation au niveau des périmètres urbains. Mais maintenant, c'est au-delà de ça, il y a toute l'arrimage entre la ruralité, l'urbanité, mais aussi les défis qui nous attendent au niveau des milieux naturels, des milieux sensibles, milieux hydriques, etc. On est dans un contexte particulier aussi. On est dans une attente d'un changement de loi, changement qui avait été amorcé avec un avant-projet de loi sous les libéraux en 2011, avec un projet de loi qui a été déposé en 2012, mais il y a eu les élections avec un nouveau gouvernement et là, il y a eu un peu de surplace. Donc, on est en attente de voir ce qui va arriver au niveau du changement législatif. Par contre, il y a des chantiers qui revoient l'ensemble des orientations gouvernementales. Ces chantiers-là, qui sont 15 ou 17, là, aux dernières nouvelles, je pense qu'on en a échappé 2 où ils ont été regroupés dans d'autres chantiers, mais qui a 5 thèmes. Donc, vous avez le développement durable et les milieux de vie. Je vais aller tout de suite à l'autre pour reprendre. Donc, vous avez le développement durable, milieu de vie, sécurité des personnes et des biens. Je n'irai pas dans la deuxième puce. Développement durable et ressources naturelles, protection des milieux naturels et gestion intégrée des ressources en eau. Je vous dirais que c'est peut-être le chantier qui est le moins avancé pour être au courant de ce qui se travaille présentement avec le MAMRO. C'est plus au niveau du développement durable des milieux de vie qui se travaille et au niveau de la sécurité des biens, c'est, je dirais, au niveau des glissements de terrain, le travail est très avancé. 5e partie, je pense que c'est ma dernière, protection des eaux souterraines. Donc, comme je vous le mentionnais tout le long de la présentation, l'urbanisme au Québec, là, la loi est ainsi faite, c'est un geste politique. Donc, c'est l'élu qui prend la décision finale. On a beau faire les meilleures recommandations du monde, les plus éclairées. C'est l'élu qui prend la décision finale. Comme je vous l'ai mentionné depuis le début, c'est une série de décisions aussi d'orientation politique qui se prennent au gouvernement, au niveau métropolitain, au niveau régional et au niveau local. L'accès à l'information au niveau des PACES est très, très important. Au niveau de la limitation qu'on pourrait avoir par rapport aux PACES, il y a toute la question de la compréhension, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un bel exercice. Un bel exercice au niveau de l'échange, puis au niveau de voir les bons coups et les moins bons coups qu'on a pu faire pour s'améliorer pour les défis qui nous attendent par rapport à cette intégration-là. L'appropriation de l'information, on a vu des systèmes très intéressants là, qui m'ont précédé. Et la mise à jour de l'information, à quel rythme et à quel coût, parce que là, on va probablement en demander plus quand on aura pu intégrer ces données-là. Les enjeux, c'est sûr que pour l'aménagement du territoire, il y a toute la question de la protection des approvisionnements en eau potable pour la qualité et la quantité. Diminuer les conflits d'usage, ça c'est plus ma partie, je vous dirais, au niveau de la planification. Développement durable des activités et la protection de l'environnement. Donc, quand on le regarde à une échelle plus macro. Transfert de connaissances, le RQES qui le fait présentement. Johan qui a des projets qui sont en cours. Il y a la concertation des différents acteurs. Comme là, on est tous regroupés aujourd'hui, ça va bien, on est tous sensibilisés à la cause. Mais quand on arrive sur le terrain, vous avez différents acteurs et c'est qui va porter le dossier de l'eau souterraine. Donc, l'intégration est souvent, le terme ne me vient pas, là, mais l'incontournable, c'est qui va être le porteur là, du dossier au niveau des eaux souterraines. À la sortie du PACES aussi, les attentes sont nombreuses, je vous dirais, puis là, c'est l'aménagiste qui parle. Donc, le développement d'outils précis pour valoriser l'information, on en est là, on essaie de développer puis d'être créatif par rapport
par rapport à cette particularité-là. Une protection accrue de la ressource, bien évidemment, permettre une diminution des conflits d'usage, maintenir la concertation régionale autour d'un pôle d'expertise régionale et développer une gouvernance de l'eau souterraine avec l'ensemble des acteurs régionaux. Rapidement, pour conclure, je pense que je rentre dans mon temps, je ne suis pas pire, je ne vous ferai pas trop languir pour l'heure du dîner. Faut multiplier les échanges et une meilleure coordination entre les différents acteurs, je le disais précédemment. D'impliquer le plus possible, je vous dirais, les aménagistes régionaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, souvent, l'intervenant sur le terrain, que ce soit un chercheur, que ce soit quelqu'un de l'OVB, que ce soit au niveau de la municipalité, il faut se préoccuper du niveau décisionnel. Souvent, ben, si on fait du porte-à-porte au niveau de chacune des municipalités, ben, ça peut être long et ardu. Si on va se rappeler à la porte d'un aménagiste ou d'une communauté métropolitaine, comme on l'a vu précédemment, ben, il peut se faire une concertation à un autre niveau et par la suite, au niveau décisionnel, on peut intégrer, conscientiser les décideurs puis intégrer des orientations beaucoup plus précises dans les documents d'aménagement pour avoir un impact par la suite, comme je vous montrais avec la diapo là, du processus pour arriver à essayer d'encadrer, si on veut, les activités d'un citoyen. Donc, c'est important de se questionner au niveau du niveau décisionnel, lequel niveau décisionnel je vais influencer et lequel va me permettre aussi d'avancer par rapport à la protection des eaux souterraines. Puis, je terminerai en disant que malheureusement, mais il ne faut pas nécessairement attendre le niveau national. Il faut vraiment se prendre en main au niveau de chacune de nos régions puis travailler avec les sources vives sur le terrain. Merci.